Au basket, la zone est la surface du terrain située juste sous le panier. C'est dans cette zone que les mouvements sont le plus restreints, que les contacts sont le plus fréquents. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour marquer les fameux paniers à 3 points et justement avoir une meilleure vision du jeu, il faut sortir de cette zone. Bonjour à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Hors Zone. Alors, Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs et plus généralement de personnes qui ont entrepris ou sont sortis de leur zone de confort. Grâce à ces conversations, je vous propose de décortiquer le cheminement de pensée, ce qui fait la motivation et leur réussite au quotidien. L'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ils font, pour ensuite éventuellement appliquer ces méthodes à nos propres projets. Salut Cédric. Salut Jude. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Super, tu es bien installé ? Ouais, très bien installé dans ce lieu assez sympathique. Tout à fait. Et je remercie encore une fois Jean-Luc et Alex de nous accueillir chez eux. C'est très très sympa. Écoute, on va commencer tout de suite. J'ai une première question pour toi, avant de te demander de te présenter. Ouais. En fait, c'est une question que je fais traditionnellement. Ok. Je vais te demander quelle est la dernière fois que tu as dû sortir de ta zone de confort ? Quand, comment, pourquoi ? Intéressant. Je pense que mes derniers déplacements professionnels, Colombie, Porto Rico et un petit peu avant Suriname, m'ont fait sortir de ma zone de confort à plusieurs endroits, par exemple en Colombie, à Porto Rico, la pratique de la langue espagnole, que j'ai appris. C'est une langue que j'ai appris à l'école, mais toutefois, ne l'ayant pas pratiquée les années qui ont suivi, j'ai été pas mal en difficulté, mais en même temps, j'ai accepté le challenge. Ouais. Et j'ai essayé de jouer le jeu et de parfois me mettre en position vraiment de prendre le temps de m'expliquer clairement en espagnol. Et j'ai apprécié ça. Et voilà, je pense que ouais, si je regarde précisément et que j'essaie de répondre à la question, ça me ramène à ça. Ouais. Génial. Ouais. Ah ben, c'est une très bonne réponse. Super. On valide. Yes. Mais justement, alors maintenant, je voudrais que tu te présentes. Parce que plutôt que ce soit moi qui fasse ta présentation, D'accord. comment tu te présentes toi ? Comment je me présente ? J'ai plusieurs chemins pour me Alors présenter. déjà ton nom, Cédric Hicham Ouais. Calvados. Cédric Hicham Calvados. Alors Hicham, c'est mon nom d'artiste initialement. Ah, Ouais. Je comptais te poser la question, tu vois. Ok, ben voilà. Ok. Je l'ai anticipé. On me la pose à chaque fois. Non, mais en fait, Hicham, c'est mon nom d'artiste et il est arrivé un moment où j'avais juste envie d'associer mon prénom civil et mon prénom d'artiste parce que je me suis dit, c'est la même personne. Ouais. Les gens finissent beaucoup par m'appeler Hicham, comme s'il s'agissait de mon prénom courant. Ouais. Donc, pourquoi pas associer les deux ? Et après, Calvados, le nom de famille de mon père, que j'ai longtemps mis de côté quand je présentais mes travaux. Mais après son décès, j'ai décidé même si ça rallonge un petit peu, ça rallonge un peu le nom et ça rallonge en termes de présentation, je préfère le mettre en mémoire à son nom, à son vécu. Tout à fait. Ok, très bien. Et du coup, Cédric, donc, tu es un artiste, donc pluridisciplinaire. C'est ça, je fais de la photographie, je fais du rap, du slam et aussi de la réalisation. Ouais. Depuis 2020, la réalisation. Enfin, je dis ça, mais auparavant, j'ai fait des petits projets comme ça pour des amis ou pour moi-même. Mais de façon officielle, depuis 2020. J'ai commencé le rap dans les années 90, fin des années 90. En 98 précisément, j'étais à l'université. Mm-hmm. Et ça a été mon premier rapport avec le monde de l'art, de la culture, de l'expression de soi. Et ensuite, j'ai eu un premier contact avec la photographie en 2004 grâce au journalisme. Il fallait que
j'agrémente mes articles avec des images. Mhm. Donc, on m'a prêté un appareil. Et puis, je crois que j'ai eu un déclic, sans jeu de mots. Hein. J'ai eu un feeling, entre guillemets, avec le boîtier. Et puis, je me suis acheté mon boîtier réellement en 2009. Et puis là, j'ai eu beaucoup de curiosité fait pour l'objet. J'étais déjà dans le rap, donc il y avait un rapport avec l'image, la métaphore. Et je trouvais que la photographie était un prolongement de... C'était une autre façon d'accéder à l'image, donc beaucoup plus directe, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus incarnée. Et, voilà. Et, Ok. et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à moi? Hormis ma pratique artistique, hein, je suis un petit bourgeois, fier de l'être. J'ai grandi là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe, ça veut dire que tu vis à Petit-Bourg. C'est vrai, c'est vrai. Je vis à Petit-Bourg. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi à Petit-Bourg. Et je suis petit bourgeois dans le sens où je m'inscris vraiment dans un sentiment d'appartenance à cette ville. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu revendiques ton appartenance à la ville de Petit-Bourg. Ouais. Ok. C'est là où j'ai connu mes premiers jeux, mes premiers souvenirs, mes premiers amis, mes premières bêtises aussi. Et puis mon père était de là. Je me suis identifié à l'équipe de foot aussi de Petit-Bourg. J'y ai joué. Mes parents ont construit leur maison là. C'est là où je vis aujourd'hui, sur le terrain familial. Ouais. Donc ouais, il y a vraiment un attachement très fort à Petit-Bourg. Et voilà, je suis papa aussi d'une fille de 8 ans. Je préfère les chats aux chiens. Ouais, ok. Et voilà, et je suis aussi quelqu'un de très observateur, très à l'écoute, pragmatique aussi. Ouais. C'est vrai Voilà. que tu parles pas beaucoup. Tu n'es pas quelqu'un qui sera hyper volubile tout de suite. Ouais. Et tu vas effectivement observer un peu Voilà, avant c'est de. ça. Ok. Oui, je n'observe pas avant d'eux, hein, c'est juste que j'ai plus une prédominance à l'observation. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être lié à plein de choses, hein, tu sais. Je pense que quand j'étais gamin, le fait de bégayer m'a mis en position de retrait. Ouais. Donc naturellement, quand tu parles moins, tu regardes plus. Ouais. Donc, est-ce pour ça que je suis photographe aujourd'hui? Peut-être. Ouais. Qui sait? Ok. Et donc quoi, avant d'arriver sur ton parcours professionnel, enfin en tout cas sur ton parcours artistique, il me semble que tu as une première vie professionnelle. Ouais, plusieurs même. Plusieurs. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que en faisant des recherches, le seul endroit où j'ai vu que tu en parlais de ce parcours professionnel avant, enfin qui n'était pas artistique en tout cas, c'est sur ta page LinkedIn. Ok. Sur ta page LinkedIn, tu dis que tu parles même d'échecs. Tu parles même d'échecs. Tu as dit que où est-ce que j'ai mis ça? Tu te présentes en disant que tu as travaillé pendant longtemps dans des entreprises privées, mais que tu as connu l'échec en 2014, ce Ouais. qui t'a obligé à repartir de zéro. Ouais. Et justement, ça m'a intrigué. Je me suis dit, waouh, ah Ok. ouais, Ok. on est à fond dans le sujet là. Qu'est-ce Ok. qui s'est passé? Et Ok. puis, Ok. comment, et surtout, en fait, comment as-tu fait pour rebondir? Ah, wow, ok. Ouais, de 2010 à 2014, j'ai repris une activité. Donc, j'ai repris une école de FLE, français langue étrangère, Ok. avec un ami, Ok. avec un ancien ami maintenant. Et donc, moi, à l'époque, je travaillais pour SICOA SAHLM. Ok. J'étais agent de proximité. Bon, c'était après mes études, il me fallait un taf. J'ai fait des études assez génériques et il n'y avait pas de débouchés concrètes et spécifiques. Ouais. Donc j'ai atterri à la SICOA. Ça me plaisait pas trop ce que je faisais. C'était pas mon domaine, c'était pas mon environnement. Mais je l'ai pris comme un lieu un lieu de formation, tu vois. Mhm. Et du coup ensuite j'ai cette opportunité. J'y associe mon ancien ami là. Et du coup pendant 4 ans on se retrouve à être gérant de cette structure. Ouais. Donc j'en étais. Que vous avez créé de zéro. Non, l'activité existait déjà. Mhm. Et donc nous, on a repris les parts et D'accord. on a investi et on a fait du business avec en fait, Mhm. tu vois. Et donc moi j'avais une vision, lui il en avait une autre et je pense que les deux visions ont cohabité un certain temps
Mais les deux dernières années, on n'était pas d'accord, on voyait pas les choses pareilles. Et puis, moi, j'ai eu envie aussi d'expérimenter d'autres choses. Je pense que ce choix, sur le moment, n'a pas été compris par lui. Et du coup, ça a créé des discussions, des incompréhensions de sa part. Moi, j'avais déjà observé que lui avait déjà aussi ses autres business. Et moi, j'avais juste envie d'en avoir d'autres parce que je n'avais que ce projet en commun avec lui. Je n'avais aucun autre point de chute au cas où. Et voilà, donc on a commencé à s'embrouiller là-dessus et puis ça a fini par péter. Après, à côté de ça, on était de jeunes gérants, hein, surtout moi. Donc il y a des choses que je n'ai pas bien faites, lui aussi d'ailleurs. Mais voilà, dans les histoires un peu comme ça, dans les conflits comme ça, il va toujours y avoir une version enfin, contre l'autre. Lui, il va estimer que c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. Moi, enfin, je vais estimer que lui n'a pas fait ce qu'il fallait. Et bon, voilà. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté la structure un peu étant trop dans l'affect. Tu vois, je me suis dit, si on s'entend pas, ça sert à rien que j'y reste. Alors que si j'avais été plus business, Ouais. j'aurais gardé un pied dedans et j'aurais cohabité malgré. Ouais. Tu vois, maintenant, ce sont des leçons de vie. Et lui l'a gardé ou pas? Ouais. Ok. Ce sont des leçons de vie et je parle en fait, d'échec dans le sens où voilà, c'est un projet qui est arrivé à moi en fait, de base. On est venu me voir moi et qu'au final, le projet n'est pas resté entre mes mains. Tu vois, je pense que j'aurais dû gérer les choses autrement, mais bon. Et comment j'ai fait pour rebondir? Ben écoute, c'est une très bonne question parce que 2014 est un peu une année charnière. 2014-2015. Ouais. Je crois que ça a été ma conversion à la vie d'adulte, quoi. Ah ouais, ok. Dans le sens où auparavant, je faisais les choses un peu sans me préoccuper des conséquences. J'étais encore insouciant un peu, même professionnellement, tu vois. J'avais beaucoup de facilité, donc je faisais les choses sans me poser trop de questions. Et le fait de connaître ce premier échec, vraiment, où je me suis senti plus bas que terre, quoi. Ouais. Tu vois, Dévalorisé. oui, dévalorisé, sans argent ensuite, ayant l'impression à 34 ans de devoir tout recommencer de zéro et de me dire mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, il ne me restait que de l'espoir en fait, hein. Il ne me restait que de l'espoir, que de la patience aussi, me dire que tôt ou tard que les choses allaient changer et que la roue allait tourner. Et je me disais bon ben ça ira quoi. Tu vois, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais tôt ou tard ça ira. Tu vois, ça a été la pensée qui m'a habité. Et anecdote intéressante, à ce moment-là, je n'avais plus d'appareil photo. J'étais parti à Paris faire une formation en immobilier, voilà, pour être conseiller immobilier. Et je n'avais plus trop de sous. Et du coup, je vois un appareil photo et je me dis, ouais, mais j'ai pas beaucoup d'argent, quoi. Et en fait, j'ai une pensée qui me traverse un peu. Ok, même si tu n'as pas beaucoup de sous, investis parce que c'est ce que tu aimes. Tu aimes la photo. Et ce n'est pas un investissement enfin perdu, quoi. Et je crois aussi que cet acte-là a fondé aussi quelque chose d'autre dans mon rapport à la photographie par la suite, quoi. D'accord. C'est génial ça. Et c'était avant ou après non, c'était après le projet La Guadeloupe, mon visage, du coup. Exactement. La Guadeloupe, mon visage a été le premier projet qui m'a fait vraiment connaître ici. Ouais. Eh ben, justement, après la Guadeloupe, mon visage, après le lancement de la Guadeloupe, mon visage, il y a eu ce clash. Ouais. Et il y a eu cette perte d'appareil photo parce que c'était celui de l'entreprise, mais c'est moi qui l'avais du coup. Ouais. Et du coup, après, oui, donc il a fallu que je rebondisse au fur et à mesure avec les armes que j'avais. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, parce ça. que la Guadeloupe, mon visage,
Alors aujourd'hui, j'ai pas enfin, il y a des clichés un peu partout, mais il y a plus, la page n'existe plus. Si la page existe. Mais elle est où la page? Tu tapes la Guadeloupe, mon visage, mon incident et tu tombes dessus. Mais c'est quoi? C'est sur Facebook? Mhm. Ah, c'est pour ça que je l'ai Ouais, pas. ouais, Ok. voilà. Parce Ouais, que j'ai c'est pas, mon compte Facebook est bloqué, donc Ah. je l'ai cherché sur Instagram, Ah non, non, non. mais je l'ai pas vu. Donc Non, non, non. d'accord, ok. Non, non, Ok. c'est sûr. Je n'avais pas le cœur. Disons que c'était un projet très spontané, très. Beaucoup de gens m'ont dit assez rapidement, ah mais tu devrais faire ça, ah tu devrais faire ça. Mais j'étais tellement dans une spontanéité, dans une sorte d'intuition que je poursuivais naïvement, tu vois, avec beaucoup d'insouciance, que je ne mesurais pas le potentiel de tout ce projet-là. Ouais. Je crois que je l'ai mesuré après, Ouais. quand les médias s'y sont intéressés. Mais tu vois, aujourd'hui, je me dis mince, mais c'est vrai que si le projet avait eu. Si j'avais déplacé le projet sur Instagram, ça aurait pu donner autre chose. Parce qu'effectivement, on commençait à basculer un petit peu de Facebook à Instagram. Voilà, c'est ça. À l'époque, c'est vraiment les débuts. Donc, c'est ça. Et je n'avais pas la visibilité de ce que pourrait être Instagram aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Ouais. Ok, super. En tout cas, c'est effectivement la Guadeloupe, mon visage a été le premier vrai projet photographique qui t'a fait connaître. C'est ça. Ouais. Ça exactement. Ok, super. Et juste après, donc, alors moi, j'appelle pas ça un échec. Hein. Je pense que c'est une expérience hein, oui, bien sûr. Qui fait partie de ton parcours, un parcours entrepreneurial du coup, et qui t'a amené à une autre forme d'entrepreneuriat, puisque derrière, tu deviens. À quel moment tu décides de te lancer dans la photographie? Exactement, à plein temps. 5 ans après. 5 ans après, ok. Donc, c'est-à-dire que pour me refaire une santé sociale et financière, j'ai trouvé un boulot dans un bureau d'études en marketing en 2015 qui m'a fait... Ça existe un bureau d'études en marketing? Ouais, marketing opérationnel. Ah oui, ok, d'accord. J'ai été chargé de mission. Et en fait, ça m'a fait du bien parce que ce taf-là, si tu veux, il m'a redonné une rigueur professionnelle, une discipline aussi. Et il fallait que je réponde à des objectifs. J'avais des responsabilités. Je devais gérer des équipes. Je devais recruter des gens. Je devais former des gens. Donc, ça m'a recalibré un petit peu. Ça m'a redonné confiance aussi. Ça m'a restabilisé socialement. Mais c'est vrai que, voilà, je pense étant animé de quelque chose, je dirais pas de plus grand, mais de quelque chose d'autre, d'une envie autre. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de tourner la page et de suivre vraiment mon rêve et mes idéaux, quoi. Ok, super. Et justement, comment tu fais le basculement entre la vie salariée et la photographie à plein temps? Tu parles d'un point de vue technique ou d'un point de vue idéologique? Tu parles de... Alors, je parle plutôt même d'un point de vue financier, mais idéologique également. Parce qu'effectivement, bon, même si la photo t'habitait depuis longtemps, puisque ça faisait plus de 15 ans en fait que tu faisais des photos à ce moment-là. À ce moment-là, non, ça fait 10 ans précisément. Parce que tu m'as parlé de 2004 pour... Oui, mais c'était pas... Pour moi, ce n'était pas... J'avais pas encore mon premier boîtier. C'était une première approche. Ok. Donc 10 ans après, tu te lances dans la photo à plein temps. Et comment tu fais? C'est quoi qu'est-ce qui te donne envie de te consacrer déjà à ça et comment tu fais? Qu'est-ce qui me donne envie? En fait, l'idée m'effleure en 2017. D'ailleurs, je parlais avec un collègue dont je tairai le nom parce que je ne sais pas où il en est avec la photo. Et voilà, bon, bref. Mais on parle un peu de ça. Et si on se lançait à notre compte en photographie? Lui en avait marre de son travail, moi aussi. Je commençais déjà à en avoir un petit peu assez en 2017. Et il me dit, ouais, mais comment on va faire? Attends, là. Voilà, lui au final il n'a pas fait ce choix-là et moi l'idée est restée là, quelque part. J'ai eu un échange avec une personne qui est très bien placée aujourd'hui dans le milieu institutionnel culturel, qui a, je lui en parle un soir en lui disant, écoute, j'ai des envies d'aller plus loin dans ma pratique en photographie. Bon, elle écoute, elle entend et 1 an après, elle me permet de partir au Cameroun en résidence d'artiste à Banjul Station, chez un artiste connu, camerounais qui s'appelle Barthélémy
Togo. Ouais. Et je crois que le fait de réaliser que la photographie pouvait me faire voyager, Ouais. pouvait me faire rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, et pouvait m'amener à penser une photographie. Je crois que ça a été un premier déclic. Et à ce moment-là aussi, j'expose à la Fondation Clément en 2018. Et je crois que je prends confiance en moi. Et je me dis, mais en fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Et que c'est peut-être le moment, quoi. Et à ce moment-là, je sors aussi, j'arrête une relation amoureuse, fin 2018. Et je ressens comme une envie de tout faire shifter, quoi. Tu vois, de tout. Et c'est, voilà. Et j'en parle à l'entreprise où je travaillais, je leur en parle, je leur dis, voilà, je pense que le moment est arrivé, fait pour moi de passer à autre chose. Ils comprennent, on fait une rupture conventionnelle, donc d'un point de vue technique, c'est pratique. Ouais. Ça aide parce que pendant 2 ans, voire 2 ans et demi, j'ai eu des rentrées d'argent qui m'ont permis de ne pas être lancé dans la jungle comme ça. Donc il y a eu ça. Ensuite, j'avais ouvert une entreprise pour faire de la photo. J'ai eu quelques commandes. J'ai joué sur mon nom qui circulait déjà un petit peu. Il y avait la photographie de presse aussi. Et à ce moment-là aussi, je commence à faire des résidences d'artistes. Donc, il commence à y avoir une circulation. Je commence à être sollicité. Après ma première résidence d'artiste, en 2020, je me lance dans la réalisation du documentaire La Belle à Vie. Donc, tout ça fait que les choses se mettent en branle. J'ai mon allocation chômage. J'ai mes projets. Je crée mon asso aussi à ce moment-là. Bon, même s'il ne se passait pas grand-chose au début, je crée mon asso. Donc, j'avais mon entreprise, que j'ai fermée entre-temps parce que je pense que j'étais pas trop, voilà. Et du coup, j'avais une base et un équilibre qui me permettait de me dire, ok, j'ai un chemin qui me permet de fonctionner. Voilà, okay. C'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, c'était plutôt un processus qui a pris quelques années, du coup. Ouais. Ça, en plus, on parle de photographie. Tu vois, c'est pas un domaine qui est hyper simple. Beaucoup de gens m'ont dit, mais t'es sûr de toi? Tu sais, la photographie, même mon ancien patron m'a dit, mais t'es sûr de toi? La photographie, attention. Et moi, j'étais tellement porté par des ambitions. Alors, j'étais peut-être utopiste, tu vois, ou dans une illusion, mais j'étais tellement porté par ma conviction que c'est ce que je voulais faire, que je ne me suis pas laissé atteindre par ça. Et tant mieux, parce que si je les avais écoutés, je ne serais pas là. Tout à fait. Je n'aurais pas fait ça. Mais j'étais convaincu que j'avais la vision, tu vois, et je pense que j'avais la vision. Je voyais un chemin. Je ne voyais pas d'obstacle en fait. J'avais un plan, j'avais une stratégie. Que tu as écrit entre autres, ouais. Non, mais c'est une vraie question parce que c'est... Disons que j'avais écrit, j'avais commencé à écrire une sorte de livre j'avais un projet de livre qui s'appelait, comment ça s'appelait encore ce truc, Une autre vie. Et en fait, je parlais du passage du salariat à l'entrepreneuriat, mais j'essayais de sortir un peu de cette approche où on donne les bonnes formules, quoi. Tu vois. Et j'avais vraiment essayé de mettre mon expérience et en l'écrivant, au moment où je transitionnais entre guillemets, ça me donnait de la force aussi, parce que j'étais en train de poser les jalons de quelque chose qui pourrait m'aider à garder la vision, quoi. Et à côté de ça, j'avais aussi commencé à rédiger des projets. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Il n'y avait pas de ChatGPT. Tout sortait de toi. Tout sortait de mon en-en, quoi. Tu vois, tout sortait de mon en-en. En plus, je travaillais dans une entreprise où je faisais beaucoup de rédaction, où j'avais une discipline. Donc, j'ai tout de suite réappliqué cette discipline pour pouvoir poser les premières bases de la fondation. Et je crois que ça m'a porté j'ai réalisé ça avec le temps, en fait, que ça m'a porté pendant 4-5 ans, en fait. Ah ouais. Le fait d'avoir écrit des choses
Ouais. Ça m'a porté pendant 4 ou 5 ans. Ok. Tu vois, maintenant, j'ai le besoin de reformaliser des choses, de réécrire des choses, Ouais. parce que je rentre dans une autre saison. Ouais. Je ne suis plus juste sur mon zèle. Ouais. Voilà, j'ai plus d'expérience, j'ai eu des sueurs froides, j'ai eu le temps de connaître le doute, j'ai eu le temps de connaître les moments où j'ai pas trop d'argent. Tu vois, donc maintenant, je rentre dans une autre saison. Et le fait d'avoir continué à maintenir le cap fait que je me sens plus fort aussi, tu vois, plus assuré. Je me rends compte que on peut fonctionner avec la photographie. Et du coup, voilà, ça fait monter d'autres choses, quoi. Mais je reste aussi réaliste aussi maintenant. Tu vois, avant, j'avais ce zèle et cette insouciance. Maintenant, l'insouciance a disparu. Je sais très bien dans quel contexte je suis, surtout en étant en Guadeloupe. Mais bon, voilà. Eh ben c'est super, purée. Et alors, du coup, j'ai une question un peu subsidiaire. Les locks, du coup, est-ce qu'il y a non mais est-ce qu'il y a un rapport? Non, pas du tout. Il n'y a pas de rapport. Avec le quoi? Excuse-moi. Avant, t'avais les cheveux, avant, t'avais les cheveux courts. Comme toi, ouais. Ben oui. Ouais. Et d'ailleurs, je t'ai connu avec les cheveux courts. Ouais. Et après, tu t'es laissé pousser des locks. Et est-ce que ça fait partie de l'état d'esprit voilà. Je pose la question parce que tu sais, une fois, j'ai parlé avec l'artiste Chris, mais il y a longtemps. Chris, le chanteur. Ouais, le chanteur. Okay. Ouais. On était à Paris dans un after work et à l'époque, il m'avait dit que comme il était beaucoup dans la gestion de son entreprise, voilà. Et il devait repartir en studio. Il devait repartir en création. Et il avait besoin de quelque chose pour switcher, en fait, du côté gestionnaire à l'aspect créatif. Et du coup, il avait teint ses cheveux en jaune. Et en fait, ça avait contribué à switcher le mindset, quoi. Ok, intéressant. Et du coup, je me demandais si ça avait aussi contribué à... Non. Okay. En fait... les locks, c'est un peu plus spirituel que ça, je crois. C'est après la mort de mon père, j'ai eu envie, je pense inconsciemment dans un premier temps, mais c'est comme si, non, c'est comme si je me suis dit que cette autorité paternelle n'était plus. Et que c'est pas qu'il m'empêchait de faire des locks. J'étais déjà adulte, mon père il m'empêchait de rien. Ouais. Mais symboliquement, c'était comme une façon de marquer que je n'étais plus sous l'autorité du père, entre guillemets, mais que je devenais moi-même une sorte d'autorité, quoi. Et tu vois, et j'ai toujours été attiré par les locks depuis tout jeune, mais voilà. Culturellement ici, c'est connoté, enfin c'était connoté, donc ce n'était pas possible. Ensuite, je travaillais, donc c'était un peu fait contraignant, et voilà, c'est comme si toutes les autorités avaient sauté, et comme si aussi moi, j'étais beaucoup plus assuré en moi-même, et je me suis dit, allez, j'y vais, et voilà. Mais ce n'était pas en lien avec la créativité. D'accord, quoi. Ok, super, voilà. Très bien. Et c'est génial. Hein. Et maintenant, je voudrais qu'on aborde des sujets autour des documentaires. Tu as fait 3... Enfin, moi, j'ai vu 3 documentaires. Je sais que tu en as fait un autre, parce que tu en avais fait un en 2013 aussi, je crois. Ouais, ce qui est sur YouTube. Ouais, ok. Ouais. Qui s'appelle Ombre. Ouais, mais ça, je ne l'ai pas regardé, celui-là. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Et tu as... Dans tes documentaires, il y en a 2 où tu abordes beaucoup le rapport des ultramarins avec leur territoire. De territoire. Hein. Ouais. Et puis j'ai vu aussi du coup le dernier qui s'appelle, enfin le dernier, celui que tu m'as envoyé, se dérétrécir. Ouais. Et c'est vraiment des documentaires que j'ai beaucoup appréciés. Et je voulais du coup, donc d'ailleurs j'invite tout le monde à aller regarder ce documentaire. Hein. On peut les citer. Moi, parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin, oui. Alors je n'ai pas les années de... Parce qu'on vient de loin, on est sur du 2021. Ok. On l'a fait, on l'a monté, on a fini de le monter en
en studio en 2021. Ok. Voilà. Ce de rétrécir, c'est quelle année? 2024. Ok. Et celui que tu m'as envoyé Là-bas un peu plus là-bas loin. un peu plus loin, c'est 2023-2024. Ok, très bien. Super, Voilà. super. Et justement, je voulais savoir, du coup, toi, ben, quelle est ta relation avec la Guadeloupe? Toi, tu es né à Paris, mais tu as fait tes études en Martinique. Donc, je n'ai pas, comme beaucoup d'entre nous, en tout cas à ma connaissance, parti pendant 10 ans, 20 ans. Ouais. Voilà. Tu as choisi de rester en Martinique, revenir en Guadeloupe travailler. Et aujourd'hui, en fait, ton métier t'amène à voyager à travers le monde. Et tu as fait des documentaires sur justement ce rapport entre des ultramarins avec leur territoire, avec le territoire d'origine. Donc déjà, toi, quel est ton rapport, toi, à la Guadeloupe? Question intéressante parce que je suis né à Paris et mes parents sont rentrés en Guadeloupe, j'avais 2 ans. Ouais. Et je me suis toujours demandé, en voyant mes cousins, cousines, tantes et oncles qui étaient en France, je me suis souvent demandé, mais pourquoi mes parents sont rentrés en Guadeloupe? Tu vois, je trouvais ça hyper déséquilibré. On était peut-être 2-3 cousins en Guadeloupe et tout le reste était en France. Ouais. Et quand j'ai su que mes parents avaient vécu en France et que j'y étais né, parce que quand t'es gamin, voilà, c'est pas une préoccupation, mais quand tu le conscientises, quand je l'ai conscientisé, du coup, je me suis dit, mais pourquoi vous n'êtes pas resté en France? Et je crois que en ayant appris ça, j'ai comme une sorte de regret, comment dire ça, par procuration, quoi. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, ma vie aurait pu être ailleurs, quoi. Ouais. Et j'aurais pu expérimenter ce que mes cousins et mes cousines expérimentent. Ouais. Et pendant longtemps, quand j'étais gamin, je n'avais pas un rapport... je ne me sentais pas attaché à la Guadeloupe, en fait. Ouais. Tu vois, je me sentais pas attaché à la Guadeloupe. D'ailleurs, j'ai longtemps bidouillé des mensonges en disant oui, que j'avais vécu un peu à Paris parce que je faisais une sorte un peu de rejet. Je pense que je faisais un rejet qui n'avait aucun sens en fait en vrai. Mais mes parents, c'était plutôt des gens de la campagne. En tout cas, leur éducation était une éducation de la campagne. Même s'ils ont vécu à Paris, quand ils sont rentrés en Guadeloupe, ils ont voulu revenir vers ce qu'ils connaissaient. Donc, ils ont construit leur maison. Ils se sont arrangés pour avoir et des cabris, et des cochons, et des poules. Et j'avais l'impression qu'on vivait dans une petite ferme. Et tu vois, et quand je mettais ça en balance avec ce que mes cousins expérimentaient, en banlieue, la vie de banlieue, les potes, les foot de quartier, les centres commerciaux, j'étais envieux en fait, mais sans mesurer vraiment les choses. J'avais 9-10 ans, pour moi c'était ça la vie. Ouais. Et je voyais que moi je devais aller changer le cabri de papa, nourrir les poules de maman, donner à manger aux chiens. Tu vois, enfin, je trouvais ça pénible en fait. Mais en réalité c'est une école de la vie aussi. Absolument. Ouais. Et du coup j'ai pendant longtemps nourri une sorte d'attachement pour la France en étant ici, une sorte d'idéalisation de ce que peut être la vie en France, la vie en banlieue. Ça allait même jusque dans mon style vestimentaire. Au lycée, on me disait « Ah, mais t'as un style un peu parisien. » J'étais fier de ça. Tu vois, parce qu'à l'époque, il fallait avoir du style, tu vois. Non, mais c'est des trucs débiles. Tu te rends compte, le style avait une importance, mais terrible en fait. Oui, tu n'avais pas de style, tu étais has-been. Ouais. Et donc, voilà, j'essayais de m'empouvoirer un peu comme ça, entre guillemets. Et c'est à la fac que j'ai eu un déclic, en fait, quand j'ai commencé à me pencher sur les travaux d'Annie Bebel-Gisler, entre autres, quand je me suis converti à la foi évangélique aussi, ça a été une sorte de shift, de renversement des valeurs, tu vois, parce que c'est ça aussi la conversion spirituelle, c'est un renversement des valeurs, quoi. Ce qui a de la valeur pour toi, les choses qui avaient de la valeur pour toi avant, tu les regardes autrement. Donc tout ça aussi a changé en même temps.
je devais faire un mémoire sur les travaux de Dany Bebel-Gisler qui parlait du créole, de l'importance de la langue créole, de comment écrire le créole. Et ça m'avait touché et j'ai commencé à faire un shift en fait. Et puis aussi la musique de Colo Barst que j'ai découvert en 2004, 2003-2004, qui ont été vraiment des marqueurs un peu du début d'un changement et d'une reconnaissance du territoire où je suis et d'une envie d'en être fier et de le porter en moi aussi, quoi. Voilà, ça s'est fait comme ça et à ce moment-là je voyais plutôt Paris comme une contrainte, tu vois. Quand j'ai commencé à shifter, je me disais mais en fait Paris ça n'a pas, tu vois, je me disais en plus j'y étais allé à 2 ou 3 reprises et j'avais été un peu angoissé parce qu'on voyait pas l'horizon. Je voyais pas l'horizon et ça m'a ramené à des souvenirs d'enfance. Quand mes premiers voyages à Paris où ma mère m'avait laissé chez une tante qui vivait dans un grand immeuble et en fait l'horizon c'était plein de baraques au loin à perte de vue alors que moi en Guadeloupe je vivais en face de la mer. Donc voilà, tout se relie un peu, tout est un peu hyper connecté et c'est comme ça que mon retour à moi-même en termes de être ilien, c'est fait en fait. Ok. Donc tu as fait c'est comme si tu avais fait un retour alors où tu n'es pas réellement parti, quoi. C'est ça. En tout cas, les témoignages dans les documentaires sont très forts, hein, parce que j'en ai noté quelques-uns qui sont assez marquants. Il y a Miguel Montlouis Félicité dans Parce qu'on vient de loin qui parle d'abandon, du fait qu'elle ne parle pas créole. Elle le comprend, elle l'écrit, mais elle ne le parle pas. Il y a le Réunionnais, donc j'ai pas noté son nom, mais qui parle du mythe de la femme blanche. Jacques Sandens. Il parle de sa fille, il dit heureusement que son nom sonne un peu français. C'est quelque chose, ça. C'est hein. dingue. Donc, et le Réunionnais sur les marches de la BNF, qui dit que les gens ne veulent pas entendre parler de leur histoire car ça renvoie à l'Afrique. C'est ça. Il disait que le jour où l'Afrique sera valorisée, c'est ça. Tout le monde voudra. C'est vrai. Et je pense qu'il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison, évidemment. Pense qu'il a raison. Il a trop raison. Donc, non, c'est quelque chose. Et puis le dernier, le Guyanais celui qui il n'est pas parlementaire non, il a été, mais oui. Il dit qu'on n'a pas besoin de revendiquer besoin de revendiquer son identité parce que la revendication c'est un repli en fait, c'est replier. Il disait. Je n'étais pas trop d'accord avec lui. Moi non plus, mais bon. On en a reparlé après, mais je n'étais pas hyper d'accord avec lui. Et puis voilà, ça c'est parce qu'on vient de loin. Dans ce rétréci, c'est aussi très fort comme documentaire. Déjà le concept de dérétrécissement. Donc alors pourquoi parler de dérétrécissement et non pas de développement? C'est de la poésie après. Bah oui, alors tes documentaires sont très poétiques. Ah ben merci. Parce que justement, la voix off derrière, d'ailleurs tu te livres un peu dans Parce qu'on vient de loin. Oui. Et du coup, il y a vraiment une grosse dimension poétique. On sent qu'il y a un vrai travail d'écriture derrière. Et ça vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié ça. Mais oui, voilà, pourquoi parler de dérétrécissement et non pas de développement? Alors, le mot dérétrécir est un chemin, en fait. Quand je dis chemin, c'est que quand je me suis mis à mon compte et que j'ai commencé mes résidences, ma première résidence a eu lieu à Paris en 2019 et j'ai interrogé des Guadeloupéens qui vivaient en France hexagonale, en région parisienne, pour parler d'identité avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être Guadeloupéen? Et en fait, j'ai réalisé une 50aine d'interviews. Et quand on a fait là-bas la vie et parce qu'on vient de loin, se sont ajoutés encore une 20aine d'interviews. Donc en gros, j'ai interrogé peut-être la bagatelle de 70 personnes, plus des personnes encore que j'ai interrogées à La Réunion et en Martinique. Donc peut-être entre 80 et 100 personnes que j'ai interrogées en 3 ans.
Et en fait, j'ai réalisé que non seulement les témoignages et les ressentis se ressemblent, et que tous ces témoignages-là tirent dans le même sens d'une volonté de se grandir, en fait. Ouais. De sortir de cette case dans laquelle on a été mis et mise, et de se grandir. Et en fait, le mot dérétrécir, il m'est venu en opposition à rétrécir, qui est sorti un jour comme ça lors d'un échange que j'avais où j'expliquais un petit peu ma démarche et où j'ai parlé de notre histoire, elle est rétrécie. Ouais. En fait, parce qu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants, on ne sait pas tous d'où on vient vraiment, on manque d'informations, donc c'est comme si une partie de notre corps historique avait été coupée, quoi. Ouais. Et en fait, se dérétrécir, pour moi, c'est une façon de déplier le corps qui est enfermé dans la boîte, en fait. Ouais. Et ça m'est venu à partir d'une photo qui est à Maison Victoire, celle du dos. Mhm. Je ne sais pas si tu as fait attention. Non. Tu l'as peut-être déjà vu. Ouais. J'ai une photo à Maison Victoire où on voit juste un dos enfermé dans du noir, enfermé dans une masse noire. Et en fait, en voyant ce dos aussi, le mot dérétrécir m'est apparu comme une confirmation parce que comment te dire ça bien, j'ai appelé la photo "Ce dos m'appartient", donc c'était un petit peu en opposition à toute cette histoire esclavagiste dure où effectivement les dos étaient fouettés, frappés, marqués. Il y a un célèbre dos d'esclave, je crois qu'il s'appelait Gordon, fait l'esclave, où on voit le dos marqué. Et là, nos dos ne sont plus marqués, mais quand même, on est tenu par quelque chose, en fait. Ouais. Et se dérétrécir me paraît fait comme l'action la plus juste parce que ça dit vraiment que c'est quelque chose qui est aussi douloureux de se dérétrécir parce que ça te demande d'élargir les rebords, ça te demande d'élargir ta zone de confort, de gagner du confort, de gagner de l'espace. Et pour moi, il est plus poétique aussi que s'agrandir ou que se développer, qui sont peut-être déjà trop techniques, trop usités. Et comme j'aime bien aussi inventer des mots, c'est comme ça que le mot dérétrécir est apparu, quoi. Et puis même dans le docu, tu disais aussi que toi, dans ta volonté de te dérétrécir, tu t'es abîmé. Ouais. Je me suis... Oui, parce que je pense que j'ai pas toujours cherché à me dérétrécir aux bons endroits, de la bonne façon. Attends, à quel moment si ça... Oui, je parle de frotter... Tu parles du fait que de rétrécissement incrusté comme une tache sur un vêtement ou sur un mur. Ouais. Et en fait, que le fait... Quand tu veux faire disparaître une tache et que tu es dans une insistance permanente, tu abîmes le vêtement, en fait. Et je pense effectivement qu'il y a un juste équilibre à trouver aussi. Tu vois, et je pense que moi, dans mon dérétrécissement, qui est inconscient, hein, et je parle de ça dans la mesure où j'ai toujours eu à me dérétrécir parce que je bégayais. Donc j'avais pas confiance en moi, j'avais du mal à m'exprimer en public parce que je savais que je bégayais. Donc ça a été des étapes, ça a été des moments. On se moquait de moi parce que je bégayais, on se moquait de moi parce que je portais des lunettes, on se moquait de moi pour X ou Y raison. Donc j'ai toujours eu l'impression dans ma vie de devoir me dérétrécir, en fait. Et donc je pense que ça m'a amené à faire des choses
Alors, j'ai tué personne, j'ai pas braqué de banque, tu vois. J'ai pas, tu vois. Mais ça m'a amené à aller chercher des choses dont je n'avais pas réellement besoin, Ouais. tu vois, et qui auraient pu laisser des marques indélébiles, Ouais. tu vois. Et puis même en tant qu'il y a, c'est intéressant comme concept aussi le dérétrécissement, Oui, oui, bien sûr. puisque on est tout le temps en train d'essayer de franchir la mer en fait, même au niveau, même intellectuellement, même C'est au niveau ça. de l'inspiration, C'est ça. voilà. C'est ça. Donc et tu le vois à mon avis toi aussi beaucoup dans ce que tu fais dans ton travail. Ouais, En tant qu'artiste, ouais. si tu restes uniquement en Guadeloupe, tu n'as plus d'inspiration. Hein. C'est ça, Donc, c'est ça. voilà. Ma dernière exposition à Porto Rico, je l'ai appelée le chemin du dérétrécir Ok. parce qu'effectivement, mon parcours à moi, ma volonté de bouger, ça participe d'une volonté en fait Ouais. de me dérétrécir et de défaire les contraintes du fait d'être ilien ici en Guadeloupe, Ouais. tu vois. Ouais. Ouais. Eh ben génial. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi maintenant alors? Quel est ton... Alors déjà, non, avant, je voulais parler de l'avenir de ton métier. De la photographie. De la photographie, ouais. Quel est ton avis sur l'avenir de la photographie, notamment avec l'IA? Il y a quand même... qu'est-ce que tu en penses? Il y a quand même des choses... C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que l'IA ne pourra jamais reproduire l'œil d'un photographe aguerri et expérimenté. Oui. L'IA ne pourra pas faire ça, tu vois. Ouais. L'IA ne pourra pas... l'IA ne pourra pas faire des photos de presse. L'IA ne pourra pas faire des photos de shooting de Jude à la plage avec sa femme et ses enfants. L'IA ne pourra pas le faire. Donc, j'ai envie de croire qu'il y a des domaines où l'IA ne pourra pas prendre le pas, tu vois. L'IA peut prendre le pas sur la partie artistique et créative, ouais. Alors, bien entendu, je sais que maintenant des gens utilisent l'IA pour faire croire que des réalités qui ne sont pas sont, mais il y a toujours des petits indices. Et moi, c'est plus ce qui me fait peur avec l'IA, c'est de créer du fake en fait, et de le rendre vrai. C'est là où je suis le plus inquiet avec l'IA. Maintenant, l'expérience, la façon dont un photographe interagit avec les gens pour travailler un sujet, l'IA ne le pourra pas, ça. Tu vois, il te faut une présence humaine pour au-delà des images que tu crées, récolter du témoignage humain, tu vois. Donc, la photographie, à l'heure actuelle, c'est un métier qui est en danger. C'est mais vrai. qu'il était déjà depuis longtemps, de toute façon. Qu'il était déjà, mais je trouve encore plus parce que maintenant, tout le monde peut faire de la photographie et tout le monde peut trouver ça beau et génial. Mais c'est surtout en termes de rémunération, en termes de... Voilà, c'est là que je trouve que il devient difficile d'avoir de réelles perspectives de développement, d'enrichissement, voilà, il est difficile de croire que tu peux faire fortune avec la photographie en étant simple photographe aujourd'hui. Donc moi-même, je commence déjà à me poser des questions pour moi-même, à me demander, ok, est-ce que je ne veux faire que ça? Parce qu'actuellement, je ne fais que ça. Donc ça me ramène des questions sur ma posture aussi professionnelle. Est-ce qu'il faut que je bascule de l'autre côté, du côté de celui qui organise, qui met en place, qui produit, plus que du côté de celui qui fait de la photo, ou est-ce que les deux ne sont pas réalisables? Voilà, je suis moi-même en train de me poser ces questions-là. Donc, elle est pertinente, la question. Mais après, je crois que de façon plus large, c'est la stature d'artiste qui me fait me poser question, quoi. Tu vois, plus que être photographe, mais juste être artiste aujourd'hui. Quelle viabilité, tu vois. Alors, il y a des artistes qui fonctionnent très bien, qui réussissent, mais t'en as très peu ici, tu vois. Moi, j'ai rencontré plein d'artistes à droite ou à gauche, surtout en France, qui ont pu acheter leur maison avec ce qu'ils vendent, avec ce qu'ils créent. Et quand tu entends ça, ça te fout une claque, quoi. Tu te dis, ah ouais, punaise,
quand même. Mais quel chemin il a parcouru pour réussir. Enfin, comment il a réussi à gérer son business, parce que ça, c'est un business, hein. Comment il a réussi à gérer son business pour avoir suffisamment d'argent pour derrière se dire j'achète ma maison grâce à je trouve ça extraordinaire, tu vois. Je trouve ça extraordinaire. Je me dis, waouh, je te dis ça, moi j'ai la chance d'avoir hérité d'une maison, donc j'ai pas cette question-là, donc tant mieux. Mais pour ceux qui n'ont pas ma chance, pour ceux qui n'ont pas la réussite de ceux que je viens de citer, comment ils font, quoi. Tu vois, et donc c'est la stature d'artiste même qui me pose la question. Sur notre territoire, je crois que la position de l'artiste même n'a pas encore été bien comprise. On n'a pas encore bien mesuré l'impact de l'artiste, l'impact que peut avoir l'artiste. On ne lui donne pas la parole réellement. On le voit encore trop comme un élément divertissant, comme un bouffon qui saute, tu vois. Alors que l'artiste est quelqu'un qui pose un regard sensible sur la société. Là où les gens sont dans des préoccupations pragmatiques, de survivance technique, l'artiste, lui, vient avec des préoccupations sensibles pour amener les gens à regarder la société dans laquelle ils vivent autrement, pour réparer les imaginaires, pour en créer de nouveaux, pour que les gens puissent pour que les gens puissent continuer d'être des êtres complets, quoi. Tu vois. Et puis l'art, les industries culturelles et créatives, en fait, participent aussi même au développement d'un territoire. Il y a ce qu'on appelle le soft power, ou tu vois. Donc il y a des pays, hein, qui mettent ça très en avant, et qui en font des pôles de croissance, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a peut-être temps que nous aussi, on essaie de mettre ça en avant. Ce matin, je parlais avec, le directeur du cabinet du maire de ma commune à Petit-Bourg. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On a à peu près le même âge, donc on refait assez souvent le monde. Et lui aussi se pose les mêmes questions. Quelle est la place de l'art? Est-ce qu'on a vraiment fait compris ce qu'est l'art en Guadeloupe? Quelle est la place de l'artiste? Et on est tombé d'accord sur le fait que en Guadeloupe, et ça c'est d'une façon générale, il y a un problème de constance et de pérennité des choses, quoi. Tu vois, et qu'à un moment donné, il va y avoir une approche politique de la culture et de l'art, et pour peu que la personne parte, tout vole en éclats, tout s'arrête et il faut tout reprendre de zéro. Et dans ces schémas-là, on perd de la constance, on perd en cohérence aussi avec le temps. Donc voilà, et je pense qu'au fur et à mesure, c'est comme un terrain que tu vas trop débroussailler. Au bout d'un moment, l'herbe elle repousse plus, quoi. C'est ça, donc exactement. il y a des endroits où la créativité ne repoussera plus, quoi. Tu vois, parce que il y a eu trop de rachets coupés, trop de débroussaillage, tu vois. Ok, j'ai quelques questions pour terminer l'interview. Je voudrais savoir, est-ce que tu as des méthodes d'organisation ou alors tout à l'heure on parlait de changement de vie, on a parlé d'échecs, de rebondissements. Est-ce que toi tu as des méthodes pour garder ta motivation, ta discipline, ton organisation? Ouais, je fais du foot. Non, enfin, j'en rigole, mais je crois que le foot, le sport, comment dire, la sollicitation du corps me permet de rester compétitif, en fait. J'ai un rapport très fort à la compétition. Je l'admets, tu vois. J'ai fait de la compétition depuis mon plus jeune âge jusqu'à mes 39 ans. J'en ai 45. Donc, j'ai été impacté par ça, tu vois. Et donc, je crois que c'est toujours dans le club de Petit-Bourg. Non, je n'y joue plus. Je joue avec des potes maintenant, mais j'aime la gagne, tu vois. Donc, je crois que
j'ai, j'ai besoin de me sentir en compétition, peut-être avec moi-même aussi déjà, Ouais. en compétition avec mes limites, Mhm. tu vois, pour arriver à rester concentré. Et puis aussi, j'essaie d'avoir des routines fait quotidiennes en termes d'exercice musculaire, toujours le corps, hein. Mhm. J'en parlais hier, hein. Je crois que quand tu disciplines le corps à une contrainte, même quand tu n'es pas motivé dans ton esprit, ben, tu te disciplines aussi pour ton boulot professionnel, pour tes objectifs, même quand tu perds en motivation, ben, à, à continuer à garder ce rythme de un jour à la fois. Ouais. Tu vois, où tu fais des choses, mais demain, tu ne sais pas si tu auras la motivation, mais juste aujourd'hui, tu fais ce que tu as à faire et puis demain est un autre jour, quoi. Tu vois, ce sont des petites choses comme ça, assez simples. Et puis, ma routine pour le boulot, c'est ben, 8h, 8h30, ben, je suis sur mes dossiers, sur mes projets. Je travaille comme ça jusqu'à 13, 14h, une petite sieste. Et puis, quand je me réveille, j'émerge un peu et puis je rebalance en fin d'après-midi jusqu'au soir, Ouais. 20h. Ouais. Donc tu as quand Ouais. même des habitudes bien ancrées. Ouais, Ok. ouais. Je pense il faut un minimum de repères, quoi. Ouais. Tu vois, les fois où j'ai manqué de repères ou de, ouais, de repères, quoi, je crois que je me suis un petit peu endormi sur des choses et puis voilà, Mhm. quand j'arrive à retrouver les repères et un rythme, il se passe des choses aussi. Ouais. Donc, Ok, super. voilà. Et quelles sont tes aspirations? Est-ce que tu as un livre, par exemple, une lecture ou alors toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui t'inspire dans ta vie? C'est une bonne question, ça. Je crois que l'un des livres qui m'a inspiré le plus et qui reste, même si je ne suis plus dans cette dynamique-là, mais qui reste un lieu ressource en moi-même où je vais aller puiser dans des imaginaires et des idées, c'est la Bible. Ok. Ah bah Tu oui, vois. oui, tu as dit que tu étais... Ouais, Ouais, ok. tu vois, je ne suis plus, je m'identifie plus à la religion chrétienne, évangélique, etc. Mais j'y ai lu des choses qui m'ont impacté pour toute ma vie, je crois. Ok. Et, euh, et Il y a un voilà, hein. passage, il y a un passage particulier qui te... Il y en a plein. Ok. Il y en a plein, il y en a vraiment plein, il y a plein de... Mais il y a le livre de l'Ecclésiaste, par exemple, Ouais, éc- é- écrit par le roi Salomon, ouais. qui n'est pas du tout dans le prosélytisme, mais qui est dans la science de la vie, quoi, Ok. qui est dans une approche très philosophique. Ouais. Et c'est surprenant, parce que le mec, il va te parler de la profondeur de la vie, quoi. Mhm. Qu'est-ce que la vie, quoi. Mhm. Tu vois, c'est lui qui dit rien de nouveau sous le soleil, en vrai. Mhm. C'est Mhm. lui qui parle de ça. Mhm. Il te dit que tout n'est que fumée, en fait. Mhm. Tout Mhm. n'est que vanité. Mhm. Tu vois, il parle de ça. Mhm. Mhm. Tu vois, entre autres, hein. Après, j'aime bien lire des livres qui parlent de la photographie, mais pas tant de la pratique, mais plus de la réflexion photographique. J'en ai quelques-uns à la maison. Et je suis pas très porté sur les romans, mais j'aime plutôt les livres qui vont parler de sujets sociétaux ou avec des approches psychologiques. Tu vois, là, euh, j'ai acheté un livre qui n'a rien à voir avec tout ça, de Manon Garcia, qui parle du procès de Gisèle Fepelico. Mhm. Mhm. J'oublie le titre. Bah, j'ai commencé à le lire et puis je l'ai mis de côté depuis quelques temps. Mais voilà, je vais aller vers des ouvrages un peu comme ça, Mhm. plutôt que des romans qui ne me parlent pas trop. Tu Mhm. vois, Mhm. je suis pas trop sensible à ça. Et puis, ce qui m'inspire aussi, c'est les échanges que j'ai avec mes amis, Mhm. le fait de les écouter, d'entendre, Mhm. d'entendre des interlignes, Mhm. tu vois, Mhm. au travers de leurs expériences, de leur parcours. Ce sont toujours des choses qui m'inspirent aussi, quoi. Ok. Et puis la musique aussi. J'aime beaucoup la musique instrumentale.
Ouais. Ce sont des choses qui me transportent aussi. Ouais. Voilà. Génial. Eh ben c'est super. Je pense qu'on arrive au bout là. Ouais, ok. Vraiment merci beaucoup pour ton témoignage. Ça m'a vraiment beaucoup plu d'échanger avec toi. Et non, j'espère que ça longue vie à ton parcours, à ton parcours de photographe, de documentariste. Ouais. Tu es deuxième documentariste que j'ai interviewé sur le podcast. C'est qui le premier? Le premier c'était Blaise Menjiwa. Ah oui, je vois. Ouais. Dont on n'entend plus trop parler d'ailleurs. Il est encore ici? Je sais pas. Okay. Je sais pas. Okay. Mais bon, il était à la retraite. Enfin, il est à la retraite. Oui, il est à la retraite. Donc, il faisait ça par passion. Ouais, c'est ça. Et mais on avait beaucoup échangé là-dessus aussi. Ouais. Et d'ailleurs, c'était juste avant la mort de Jacob Desvarieux. Ok. Donc voilà. Et donc voilà, c'est super. Okay. Et je te félicite pour ton parcours. Et je pense que tu rentres à fond dans le thème du podcast hors zone. Donc, ça m'a permis d'aborder, comme je te disais, la zone de confort et aussi la zone un peu géographique. J'aime bien. Donc, mais d'ailleurs, pour moi, on ne sort pas de la zone de confort. On ne fait que l'élargir. Ah. C'est mon approche à moi. Ok. Tu vois, je ne crois pas qu'on puisse sortir de la zone de confort, mais c'est pour ça que je pensais aussi à se d'érythricir. Hein. Ouais. On ne fait que l'élargir. On gagne du terrain. Ok. Tu vois, on ne sort pas. Tu vois, on est là, on est dans nos réalités. Tu vois, on ne fait que d'aspirer de nouvelles réalités. C'est vrai. C'est comme ça que je vois un peu les choses. Je suis d'accord avec toi. Parce que, bon, moi, je suis dans le domaine de la formation. Et je dis souvent qu'en fait, monter en compétences, c'est simplement apprendre de nouveaux automatismes. Et en fait, ça devient une compétence qui, du coup, rentre effectivement dans ta nouvelle zone de confort. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Tu rentres ta zone de confort plus confortable. Plus confortable, ouais, c'est ça. Oui, parce que le siège est plus large. Bah oui, donc, tu peux mieux te déplacer à l'intérieur. C'est ça, fait. exactement. Tu peux circuler différemment. Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. En tout cas. Je suis d'accord. Ok, c'est une très belle façon de terminer cet épisode du podcast. Yes. Merci beaucoup, Cédric. Yes, à bientôt. À bientôt. Okay. Ciao. Ciao. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter les publications sur Instagram, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Zone. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.